Il ne ressemblait guère à l'idée que je me faisais d'un inspecteur de police. Il lui manquait l'air sévère et la présence intimidante que j'avais anticipée, et un voile de transpiration scintillait en permanence sur son front chaque fois que je le croisais. Il serrait un sac de noix, qu'il grignotait une par une. Sans être ouvertement antipathique ou effrayant, il s'avérait difficile d'entamer une conversation avec lui. « Monsieur Fromu », déclara Samuel Green, s'efforçant d'afficher simultanément un air professionnel et cordial, « nous ne pouvons pas vous libérer avant demain matin. Nous n'avons tout simplement personne de disponible un dimanche soir pour traiter les documents nécessaires. Le fait que j'ai croupi dans une cellule pendant 3 jours, pour qu'on m'annonce que je devais en supporter une autre nuit, me paraissait absolument aberrant. Toute la situation défiait la logique. Avant toute chose, je n'aurais même pas dû me trouver là. On aurait dit qu'il cherchait désespérément à attribuer un meurtre à quelqu'un, n'importe qui. Malheureusement, je ne correspondais pas à leurs critères. Impuissant, je ne pus que croiser son regard à travers la table et hausser les épaules. Bon sang, une partie de moi ne souhaitait pas vraiment quitter cet endroit. J'ai ressenti une pointe de déception lorsqu'ils m'ont informé qu'aucune accusation ne serait retenue contre moi. Les salauds me renvoyaient chez moi. Ils me renvoyaient auprès de ma femme et de ma famille. De retour, sans caution et sans perspective de retour. Je me sentais aussi jetable qu'une vieille bouteille de soda. La bonne nouvelle, continua-t-il, c'est que vous êtes libre de commander votre dîner ce soir chez Steakout. Tout de suite. Les fonds seront prélevés sur un compte séparé. Commandez tout ce qui vous fait envie. Je lui offris un sourire forcé. Sam, vous serez là demain matin. Bien sûr, répondit-il. Pourquoi cette question? Eh bien, j'espérais que vous pourriez m'aider un peu avec cette libération. Que entendez-vous exactement par là? Eh bien, je serai complètement libre, correct? N'est-ce pas? Oui, sans aucune condition. A-t-il un moyen d'organiser ma libération sans me livrer à ma famille? Tandis que Samuel Green laissait échapper un petit rire, des gouttes de sueur se matérialisèrent de nouveau sur son front. Vous suggérez de vous éclipser par la porte de derrière? Suite à mon signe de tête affirmatif, il secoua la tête. Elle vous a vraiment blessé, n'est-ce pas? J'acquiesçai une fois de plus. Voici ce que je vais vous dire, John. Réfléchissez bien à ce que vous désirez vraiment, et je m'efforcerai de trouver un moyen de vous aider à l'obtenir. Cela suffira-t-il? Ce soir-là, je dînais du poulet, devenant l'objet d'envie de mes compagnons de cellule. Après avoir savouré une part de tarte aux pommes, je consacrai le reste de la soirée à revisiter mentalement les événements qui s'étaient produits et à tenter de formuler un plan pour mon avenir. Mon esprit semblait fonctionner correctement, mais je restais totalement dépourvu de tout plan concret. J'étais employé au Northeastern Regional AC Equipment Distribution Center, où je passais mes journées à charger et décharger des camions. Le travail n'était pas particulièrement difficile, mais il me plaisait, et la rémunération était suffisante. Je subvenais aux besoins de ma famille et élevais 2 bons fils grâce à ce revenu. Todd avait 16 ans, et Jérémy 1 an de moins. Mon mariage et ma vie avaient été idylliques jusqu'à 3 jours auparavant, lorsque j'ai été arrêté. L'arrestation elle-même fut relativement simple. Cependant, après avoir pris connaissance des circonstances de l'arrestation, tout devint considérablement plus compliqué. En réalité, j'ai moi-même aggravé la situation, bien que ce n'était pas mon intention à l'époque. J'étais à l'entrepôt, effectuant mes tâches habituelles pendant mon quart de travail régulier. À l'arrivée de la police, mon superviseur m'a identifié, et ils m'ont promptement passé les menottes et escorté jusqu'à la voiture de patrouille. Tout cela s'est déroulé sous les yeux de mes collègues. Au moment où j'ai atteint le véhicule, tout le monde dans le bâtiment était au courant de ce qui se passait. Naturellement, j'ignorais les raisons sous-jacentes. Étant un citoyen respectueux des lois, j'ai obéi docilement à leurs instructions, m'abstenant de poser des questions. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Samuel Green pour la première fois. Au début, il a adopté une attitude quelque peu sévère, me mettant en garde à plusieurs reprises contre toute action insensée. Vers la fin de la journée, cependant, son comportement a commencé à changer. Après la phase d'introduction formelle de l'interrogatoire, y compris la confirmation de mon identité, les choses ont commencé à devenir de plus en plus intrigantes. Samuel Green a manifesté un vif intérêt pour mes allées et venues tout au long de la matinée. Il a semblé mécontent lorsque je lui ai assuré que 15 personnes pouvaient corroborer que je n'avais jamais quitté l'entrepôt. Je me suis efforcé de rester poli et coopératif jusqu'à ce qu'il me lâche une bombe.
Connaissez-vous un homme du nom de Thomas Esterly? Eh bien, ce n'est pas un confident proche, mais je le connais. Quel rapport avec cette affaire? Il a été assassiné ce matin à 11 h sur le parking d'un hôtel. Sa voiture a explosé. Pourquoi suis-je interrogé sur ce qui s'est passé avec Thomas Esterly? Je n'ai pas revu cet homme depuis plus de 15 ans. Quel genre de relation entreteniez-vous avec Monsieur Esterly? Aucune. C'était un vieil ami de ma femme, d'avant que nous nous rencontrions. Je l'ai croisé à quelques reprises, mais jamais pour des raisons personnelles. Quelle était la nature de la relation entre Monsieur Esterly et votre femme? Inspecteur Green, vous commencez à m'agacer. Laura et Thomas Esterly ont été en couple pendant plusieurs années. Je l'ai rencontré environ 6 mois après leur séparation. Je ne me suis jamais enquis de sa relation avec lui. Je vous suggère de vous adresser à elle. Nous l'avons déjà fait, Monsieur Fromet. Nous lui avons parlé il y a 2 heures. Pourquoi? Votre femme était avec Monsieur Esterly juste avant sa mort. Elle était présente sur les lieux du crime à notre arrivée. Soudain, la tournure de la conversation m'a déplu. J'avais un bon mariage. Ma vie avait été parfaite. Laura ne m'avait jamais donné la moindre raison de soupçonner quoi que ce soit. Bien sûr, c'était peut-être ma propre faute, car je n'avais jamais rien cherché activement. Cela découlait du fait que je n'avais jamais rien soupçonné. Tic-tac, tic-tac. Mon cerveau s'est enfin mis en marche, et je me suis surpris à ne pas apprécier les conclusions que j'en tirais. Alors que je restais silencieux, il reprit la parole. Les caméras de surveillance de l'hôtel montrent Monsieur Esterly et votre femme entrant dans la chambre 311 à 9h45 et en ressortant à 12h30. Votre femme est retournée à sa voiture, et Monsieur Esterly à la sienne. Alors que Monsieur Esterly tentait de démarrer sa Mercedes, elle a explosé. Votre femme était suffisamment éloignée pour ne pas être blessée. Puis-je avoir une tasse de café? Il parut légèrement agacé par ma requête. J'avais interrompu son fil de pensée. J'avais besoin d'un bref répit pour me vider la tête. Je venais d'apprendre que ma femme, avec qui je partageais 18 ans de ma vie, m'avait été infidèle. Toute mon existence était fondée sur elle et les enfants que nous avions conçus ensemble. Tout s'effondrait. Non, je n'avais pas assassiné Thomas Esterly, mais j'aurais profondément souhaité l'avoir fait. Toute autre question de sa part aurait été superflue. Samuel Green s'est brièvement excusé et a quitté la pièce pour revenir avec des gobelets de café noir du distributeur automatique. Il était de mauvaise qualité, mais j'avais besoin de temps pour réfléchir, alors j'en ai siroté un moment. Inspecteur Green, puis-je présumer que ma femme a corroboré toutes ces informations? Ou a-t-elle offert une explication alternative? Non, Monsieur Fromet. Il n'y avait pas d'autre explication. Nous lui avons présenté les preuves, et elle a commencé à coopérer avec nous. Elle avait rencontré Monsieur Esterly, et ils ont effectivement passé plus de 2 heures ensemble dans la chambre 311. Je sais que cela n'est pas pertinent pour votre enquête, mais était-ce leur première rencontre, ou s'étaient-ils déjà vus auparavant? Madame Fromet a indiqué qu'elle et Monsieur Esterly se rencontraient au moins une fois par mois depuis 3 ans. Elle n'avait aucune idée de qui aurait pu souhaiter la mort de Monsieur Esterly. Comprenez-vous maintenant pourquoi vous êtes notre principal suspect? J'ai fini le café d'une seule traite. Mon corps a semblé se convulser à cause de son amertume. À cet instant précis, il reflétait mon humeur. Pourquoi a-t-elle fallu qu'elle avoue tout ça? Honnêtement, je crois qu'elle était terrifiée. Il s'avère qu'ils arrivaient généralement dans le même véhicule. Aujourd'hui, elle avait besoin de faire quelques courses, alors elle a choisi de le rejoindre là-bas. S'ils avaient respecté leur routine habituelle, votre femme serait également morte. Je crois qu'elle s'en est rendue compte. Bon, je pense qu'il est préférable que je vous dise tout pour que vous puissiez clore cette affaire. Que voulez-vous dire? C'était moi. J'ai garé mon camion à l'arrière de l'entrepôt et je me suis éclipsé inaperçu. J'ai fixé une bombe sous la voiture d'Esterly. Puis je suis retourné au travail. Je n'ai été absent que pendant 30 minutes au plus, donc personne n'a même remarqué mon absence. Êtes-vous disposé à signer une déclaration confirmant cela? Bien sûr. 1 heure plus tard, ils m'ont enfermé dans ma propre cellule. La plupart des autres détenus étaient contraints de partager des cellules, mais les assassins bénéficiaient d'un hébergement séparé, alors pourquoi aurais-je fait une chose aussi stupide? En vérité, tout était plutôt simple. J'étais un homme réservé, mais je possédais un fort sens de l'honneur.
La façon dont je me conduisais était d'une importance capitale pour moi. Par conséquent, la façon dont les autres me traitaient revêtait une importance égale. Cette situation a irrévocablement tout changé. En un instant, il est devenu flagrant à mes yeux que ma femme me tenait en piètre estime. J'ai cru l'inspecteur Green lorsqu'il a affirmé que Laura avait entretenu une liaison avec Thomas Easterly pendant 3 ans. Pas en me basant sur une connaissance préalable, mais simplement parce qu'elle n'inventerait pas une telle chose. Et lui non plus. Non seulement je ne voulais plus vivre avec elle, mais je ne désirais même plus la voir. J'étais certain qu'elle offrirait une explication logique à tout, mais je n'avais aucun désir de l'entendre. Le moyen le plus efficace d'éviter sa présence était d'aller en prison. Ma relation avec mes 2 fils avait toujours été exceptionnelle. Je ne m'étais jamais conduit de manière à les embarrasser ou à leur faire penser que je n'étais pas un père exemplaire. À présent, je ne me sentais pas du tout exemplaire. J'étais un cocu. Ma femme, leur mère, avait ouvertement avoué avoir couché avec un autre homme. Il était impossible que cette information ne leur parvienne pas. J'ai réalisé que je serais incapable de faire face à mes fils et de conserver ma dignité. Après tout ce qui s'était passé, elle m'avait humilié devant mes enfants. Elle m'avait dépouillé de ma fierté masculine en leur présence. Comment pouvais-je les regarder en face sans avoir l'impression de les avoir déçus? La meilleure chose à faire était de déclarer au monde entier qu'en apprenant ce qui s'était passé, j'avais pris des mesures pour redresser la situation. J'avais assassiné ce fils de pute qui avait ruiné mon mariage. Ainsi, mes fils pourraient au moins retirer une certaine fierté de la façon dont leur père avait géré la situation. En vérité, j'aurais préféré avoir réellement commis cet acte. Cela aurait été préférable à rien. Quoi qu'il en soit, à présent, je ne désirais pas plus voir mes fils que je ne désirais voir ma femme. Il m'était absolument impossible d'envisager de retourner au travail. Je passais mes journées à jouer aux cartes et à faire du bowling avec les gars, et l'idée qu'ils découvrent que ma femme avait été infidèle pendant 3 ans était insupportable. L'humiliation qui en résulterait aurait été plus que je ne pouvais supporter. Par conséquent, je ne pouvais en aucun cas retourner chez S Hardware. La situation familiale resterait inchangée, et je ne voulais affronter personne. Il n'existait aucune explication à la trahison de Laura qui ne me dépeigne pas comme un faible. Mon seul souhait était d'être incarcéré, ce qui me permettrait de les oublier tous. Mon plan consistait à éviter un procès en signant des aveux. D'après les représentations cinématographiques et télévisées, un tel plaidoyer est invariablement offert pour alléger les dépenses et les complexités d'un procès. Il ne restait plus qu'à attendre les accusations. Mon sort m'était indifférent. Cependant, je refusais de me tenir devant un groupe de connaissances, projetant l'image d'un loser cocu. L'un des rares aspects positifs de mon emprisonnement était la possibilité de refuser les visites. J'étais, dans une certaine mesure, obligé de converser avec l'avocat commis d'office. Néanmoins, j'ai refusé de voir ma femme ou mon frère, Will. Hormis mon avocat, j'ai passé la majeure partie du vendredi dans la solitude. Ils m'ont fourni un journal, et des articles concernant le meurtre de Thomas Easterly étaient omniprésents. J'étais identifié comme le meurtrier présumé, tandis que Laura était présentée en gros titres comme l'adultère de l'Holiday Inn. Mes fils devaient être immensément fiers. Il s'est avéré qu'Easterly avait amassé une fortune considérable sur le marché immobilier et avait également contracté un mariage prospère. Sam Green est entré après le dîner. « John, a-t-il dit, j'ai une brève question, après quoi je vous laisserai tranquille. Où avez-vous trouvé la poudre noire utilisée pour fabriquer la bombe ?» a-t-il demandé. L'été dernier, à la foire de Lancaster, il y avait un salon des armes. J'y ai acheté 2 bidons, mais je n'ai pas de reçu. Au moment où j'ai répondu, j'ai senti que quelque chose clochait. Un large sourire a illuminé son visage alors qu'il quittait la cellule. Je crois même avoir perçu un clin d'œil. J'avais considéré ma réponse comme satisfaisante, car les garçons et moi avions effectivement assisté à ce salon des armes. Le samedi a commencé tristement. Après le déjeuner, 2 hommes du bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, ATF, de Washington se sont matérialisés. Je les ai immédiatement pris en grippe et j'ai refusé de parler en l'absence de mon avocat. Comme c'était le week-end, ils n'ont pas pu joindre mon avocat commis d'office. Ils sont partis après quelques heures, bien qu'ils ne semblaient pas particulièrement mécontents. Le reste de la journée s'est déroulé sans incident, à l'exception d'une brève visite de Sam Green. Il a simplement jeté un coup d'œil et m'a demandé si j'allais bien, ce à quoi j'ai acquiescé. Il a souri une fois de plus et est parti. Le dimanche après-midi,
Sam est revenu, et nous avons passé un peu de temps ensemble. C'est alors que tout s'est effondré. John, a-t-il commencé. Cela nous a pris quelques jours, mais finalement, nous avons tout reconstitué. Je désapprouve votre tentative de nous induire en erreur, mais je comprends vos motivations. Je suis resté silencieux, attendant d'autres explications. Les agents de l'ATF ont pu obtenir des détails complets concernant la bombe qui a tué Thomas Esterly. Ils ont même réussi à identifier l'individu qui l'a très probablement construite. Et ils ont eu raison. C'était du CE4, John, pas de la poudre noire. Hier soir, ils ont appréhendé un expert en démolition professionnel nommé Frank Donato à Philadelphie, qui a fabriqué la bombe. Les relevés téléphoniques indiquent qu'au cours des dernières semaines, il avait contacté Sylvia Esterly, la femme de Tom, 13 fois. Sylvia Esterly a retiré $25 000 de son compte bancaire mercredi dernier. Elle a refusé d'en divulguer le but. Voilà qui a définitivement ruiné mon plan. Je suis resté assis à écouter pendant l'heure qui a suivi Sam Green relater le déroulement des événements. Laura aurait été un dommage collatéral. Sylvia Esterly se serait contentée que Laura soit dans la voiture à côté de son mari. Et puis, c'était fini. J'attendais avec impatience lundi, date de ma libération. Pas de caution, et pas de retour. Cette phrase maudite résonnait dans ma tête comme une chanson d'Amy Winehouse. Une peine de prison aurait au moins préservé une semblance de dignité. Désormais, je n'en avais plus aucune. J'étais libéré pour retrouver une femme infidèle, 2 fils qui, j'en étais certain, avaient complètement perdu le respect que j'avais pour eux, et un emploi auquel j'avais trop honte de retourner. Je ne pouvais plus faire face à ma famille ni à mes amis. L'aspect le plus décourageant était mon absence totale d'implication. J'étais la victime. Pas de caution, et pas de retour. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Sam a tenu sa parole. J'ai aperçu Laura, Todd et Jérémy dans le hall pendant que l'on me faisait signer les papiers de sortie. Sam m'a conduit à l'écart, et nous sommes sortis par l'entrée du garage. Il a attendu que les banques ouvrent, ce qui m'a permis de me procurer de l'argent liquide. J'ai abandonné ce qui restait sur le compte courant, mais j'ai retiré les $22 000 que nous avions mis de côté pour une nouvelle maison. Ensuite, ma nouvelle connaissance détective m'a conduit à l'entrepôt S, où j'ai récupéré mon camion. Sam et moi nous sommes serrés la main. J'avais mon camion et de l'argent. J'ai décidé qu'il n'y avait rien dans la maison dont je ne puisse me passer. Il est retourné rencontrer ma femme et mes enfants pendant que je conduisais vers le sud sur l'autoroute. Mon premier arrêt a été à Knoxville. Après un dîner agréable et une bière fraîche, j'ai activé mon téléphone portable. J'avais 13 messages de Laura, que j'ai tous supprimés. Puis, j'ai appelé Todd. « Papa, c'est toi? Où es-tu? Je vais bien. Tu es seul en ce moment? Tu peux parler? Oui. Maman est dans la chambre. Elle y est restée toute la journée. Jérémy est là avec moi. Je suis désolé, mon fils, mais après ce qui s'est passé, je n'ai tout simplement pas pu me résoudre à rentrer à la maison. Je déteste vous quitter. Mais vous êtes tous les deux assez grands, et je crois que vous vous débrouillerez. On se débrouille bien, papa. Maman a l'air d'une épave, mais elle ne reçoit pas beaucoup de soutien de qui que ce soit, y compris nous. Vous devrez vous débrouiller pour tout pendant quelques années. Je vous enverrai de l'argent dès que je pourrai. Nous avons discuté pendant quelques minutes de plus. Ma relation avec mes fils n'était pas aussi tendue que je l'avais prévu. Il semblait qu'ils étaient de mon côté. Bien que je me sois enfui cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais imaginé. Le lendemain, à midi, j'étais à Huntsville. J'ai loué une petite caravane et, le jour suivant, j'ai trouvé un emploi dans un entrepôt par le biais d'une agence. À la fin de la semaine suivante, on m'a offert un poste permanent. J'étais surqualifié et sous-payé, mais cela semblait être un emploi stable, et les perspectives d'avenir semblaient prometteuses. Je me préparais à commencer à envoyer de l'argent à la maison pour les garçons. Tout a changé lorsque Todd a appelé. Todd et Jérémy avaient quitté notre maison et vivaient désormais chez mes parents. Jérémy et Laura s'étaient disputés. La dispute a culminé avec Jérémy qui a été giflé à plusieurs reprises par sa mère. Il s'est défendu, mais s'est abstenu de la frapper en retour. Todd a expliqué méticuleusement que Laura était en faute. Laura avait essayé de convaincre les garçons que ses actions étaient, d'une certaine manière, justifiées. Todd a lutté pour garder son calme, mais Jérémy a explosé. Apparemment,
Il avait traité sa mère de tous les noms que j'avais toujours voulu lui donner. Finalement, il est allé si loin que Laura n'a plus pu le supporter. Et dans un accès de colère, Laura s'est exclamée qu'ils auraient dû simplement partir avec leur père sans colonne vertébrale. Todd et Jérémy ont déménagé le lendemain matin. 2 jours plus tard, mon père est arrivé à Huntsville avec mes 2 fils. Je n'ai eu aucune difficulté à échanger ma petite caravane contre une plus spacieuse. Papa est resté quelques jours, puis est rentré chez lui. Todd avait eu la prévoyance de récupérer leur dossier scolaire avant leur départ. Par conséquent, il n'y a eu aucune complication pour les inscrire dans une école à proximité. La principale difficulté a été de les persuader de décider quelle voiture ils allaient acheter. Je crois que Todd a gagné, car Jérémy n'avait pas encore son permis. Nous n'avons plus entendu parler de Laura. Elle n'a jamais contacté mes parents non plus. Au cours de l'année suivante, j'ai reçu 2 promotions favorables avec des augmentations de salaire correspondantes. Nous avons déménagé de la caravane dans une petite maison louée. Todd avait une petite amie et un emploi à temps partiel. Jérémy avait son permis de conduire et une voiture sur cale dans le jardin. Nous partagions les responsabilités de l'entretien de la maison, bien que je sois resté responsable de la cuisine. J'étais au travail quand j'ai reçu les papiers du divorce. Je n'ai jamais reçu d'explication ni d'excuses, et je n'en voulais pas. J'aimerais pouvoir raconter les terribles malheurs qui sont arrivés à Laura, mais je ne peux pas. Elle a quitté ma vie, et je n'avais aucune intention de lui permettre d'y rentrer. Je suis certain qu'elle est assise quelque part, dans un fauteuil confortable ou juchée sur un tabouret de bar, en train de se réjouir de mon départ. La simple pensée de ça me fait sourire. Désolé, Laura. Tu as perdu. Pas de caution, pas de retour possible. Tænk over lang tid, men over kort tid. Hvad var det, jeg ville sige? Jeg skulle færdig med hate fra chatten på alle streams. Der er sgu ikke noget hate, det er jo ren love. Jeg er træt af dårlig stemning. Hvor mange subs får jeg må mærke dine guns? Et par tusind. Tror jeg. Hvad griner du af, Nana? Mozzarella sticks også. Fuck, du, wow. Nå, gutters, en anden ting, vi lige skal snakke om, ikke? En sang. Må jeg godt lige skrue lidt op her. Ikke sur på situationen her. Har godt set din penthouse-udsigt. Ja, Kavs penthouse-udsigt, den er sindssyg. Jeg er ikke rig, passer ikke der. Vi har noget, jeg skal snakke om. Eller ikke, jeg skal snakke om. Det er jo heller ikke noget alvorligt egentlig. Men det er noget, jeg tænkte kunne være hyggeligt. Kig her. Det er jo fordi, at Kav er rig. Det ved jeg ikke. Nu skal jeg lige se. Vores gode ven, Vendelbo, her, har jo lavet en Among Us video med det, vi spillede for... Hvor mange uger er det siden? 2 uger siden? 3 uger siden? 9 uger siden? 1 uge siden? Jeg kan ikke helt huske det. Men der sker jo faktisk det. Vi ser lige starten. Kan du ikke lige skifte navn til fordi, Argo? Så kan I lige se her. Jeg tror, det var en poster. Vi skal tage noter her. Eller jeg tager noter. Hov. Så I, hvem det var? Det var mig, gutters. Altså, ind og give noget like og noget kærlighed og noget subscriptions til Vendelbo for den her Loverboy-video. Det er fandme varmt. Altså, jeg sad lige og så det første kvarter, og så skal jeg være helt ærlig, så kunne jeg ikke holde ud at se mere, fordi jeg sad og så på mig selv, og det føltes underligt. Måske jeg ser resten af den på et tidspunkt. 1 second of fame. Bro, jeg er jo med flere gange. Ej, nu skal du simpelthen... Jeg banner dig bare igen. Altså, du er ude. Du er ikke inde, du er ude. Og så er det sagt. Nu søger jeg altså den her sang på igen. Vendelbo er det rareste menneske. Også ham der er Icon, han er også fin nok en gang imellem. Intet W uden Vendel. Er det sådan, den går? Jeg synes jo stadigvæk, at jeg skulle have trademarket det der ingen gold uden old. Men nu har han livstiltet mig, så nu synes jeg, det er lort. Jeg er så narcissistisk, jeg spolede frem til min tv-tid.
Jamen, du har jo tv-tid sådan løbende, kan man sige. Jeg tror, din første appearance i videoen, ikke? Icon, det er dig, der sådan... Ej, Akko, du laver en movie lige nu! Så sidder du bare... Du ser så fucking dum ud, og det mener jeg. Du ser fucking dum ud. Jeg kan være på en øde ø med ham. Han er en ledertype. Vel? Ja, det er der noget om. Til gengæld, ikke? Det er taget så meget ud af kontekst. Nej, men du kan jo godt se konteksten der i. Det ser bare dumt ud. Prøv at se her, by the way. Okay, en ting, der får mig til at se rigtig dum ud. Jeg er færdig. Jeg er død. Please ikke stab mig. Jeg har ikke lyst til det. Jeg tror lidt, chat, at det er Argo eller... Jeg skal lige se, om det er her. Finder der lavet det her kill her. Jolla fix den. Jalla fix den. Væk med ham der. Ham gider vi ikke kigge på. Icon, choppede han en der? Og jeg skal se dårlig UI. Nå. Okay, nej, men det... Okay, så før i videoen. På et eller andet tidspunkt før i videoen. Hvornår er det? Nej, jeg fattede ikke den der. Og jeg er ret sikker på, der er... Nå, haha. Kig. Det er fucking dumt. Computeren på telefonen. Hej, hvornår spiser du løg igen? Så log nu ind. 500 kroner, så skal jeg nok spise et løg med. Hvordan gør jeg? Hvordan skal man gøre? Jeg ved ikke, om jeg sådan... Ja, så han har lige taget et klip af, at jeg ikke fatter, hvordan man bruger en knap. Og så herhenne igen. Her, tror jeg. Jeg tror, det var lige efter det her. Icon, choppede han en der? Choppede han en her noget i Ikke bunden? husk, han Hvad er er det idiot. for det her knappen? Lad os se. Nå, Så finder jeg knappen, det der. og det er jo så også taget med. Det er dårlig UI. Og så når jeg ikke at lave den færdig, fordi der bliver reported fucking body. Sorry, det er ikke... Der kom et eller andet frem her ved Sane Reporter, så er der... Det er lort, altså. For fanden, mand. Nå, gå ind og kig videoen. Jeg synes, den er god. De 10 minutter, jeg har set af den indtil videre.